Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir partout où vous nous suivez, indépendamment de l'heure. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Merci, vous avez été très nombreux quand nous avons reçu pour vous sur ce plateau notre invité Norbert Yamba, avec qui nous avons échangé sur ce programme du chef de l'État concernant la sortie de 20 millions de Congolais en milieu rural de la pauvreté. Ce soir, nous revenons avec une autre thématique, une approche politique responsable. La RDC a beaucoup de défis sur le plan politique. C'est ainsi, ce soir, nous allons échanger avec un chercheur international en gouvernologie. Je pense que j'ai bien prononcé le mot. Hubert Kabasou-Babou, bonsoir. Bonsoir. Chercheur en gouvernologie, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, je suis, disons, politologue, mais la science politique, c'est une science à un champ énorme, large. Et tout le monde qui est dans la politique ne fait pas nécessairement l'art de gouverner. Donc la gouvernologie, ce n'est pas un concept que j'ai inventé, ce n'est pas un néologisme que j'ai inventé, c'est d'autres chercheurs, français, américains, etc., qui parlent de ces concepts de gouvernologie. La gouvernologie, c'est une sorte de sous-discipline de la science politique, mais qui est focalisée sur l'épistème. L'épistème étant l'ensemble des connaissances, mais également la praxis ou l'art de gouverner. Donc l'art de gouverner, parce que l'art de gouverner, la fonction gouvernementale est très complexe et donc il faut dégager sa théorie, ses concepts, mais également sa méthodologie. Et donc voilà, moi je me spécialise là-dedans, en dehors d'autres choses, notamment également j'ai fait de la recherche en matière sécuritaire. Et je voulais préciser le fait que là, je viens de l'université d'Harvard, au Kennedy School of Government, où on a été formé au Kennedy School of Government dans ce qu'on appelle, ce qui est maintenant un peu répandu partout, comme une sorte d'innovation dans l'art de gouverner qu'on appelle le performance stat. Et donc, nous tentons d'amener ces modèles de performance stat qui est focalisé sur le leadership stratégique, l'innovation et la performance gouvernementale. Nous tentons d'introduire ça en RDC. Et je voulais également préciser que notre organisation qui s'appelle US Africa Leadership and Government Academy, qui est basée au Texas, a sorti un ouvrage sur la gestion politique du programme de gouvernement. C'est un ouvrage qui est beaucoup utilisé par les leaders politiques en RDC. Si vous nous prenez le cours, nous recevons pour vous Hubert Kabasou-Babou, qui est chercheur international en gouvernologie. Hubert Kabasou-Babou, lorsque l'on parle d'une approche politique responsable, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est une approche politique qui d'abord est fondée sur le leadership. Mais en gouvernologie, on va plus loin. Parce que leadership, c'est un concept qui est devenu un concept, j'allais dire galvaudé, mais qui est devenu un concept générique. Parce qu'il y a le leadership à l'église, il y a le leadership dans l'entreprise, il y a le leadership dans l'armée. Mais je voudrais plutôt utiliser les concepts de Adam Smith qui parlait de statesmanship. Voyez-vous, donc, l'approche politique responsable, c'est l'approche du statesmanship. Je souligne encore le concept de génie ou d'ingéniosité dans la conception de la vision, également la mise en œuvre de la formulation des objectifs, mais la mise en œuvre d'une méthodologie pour concrétiser la vision et les méthodes avec des projets propulseurs, des projets structurants qui ont vraiment de l'impact, non seulement sur le plan de l'État, mais qui ont véritablement, et c'est ça l'une des dimensions essentielles des performance stats, qui ont des projets qui ont de l'impact transformationnel dans la société, qui impactent véritablement les vies des citoyens. Très chers téléspectateurs, vous avez compris, partout où vous nous suivez, vous êtes sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Vous pouvez suivre aussi Deadline à part sur Kin 24 Télévision, sur tous nos réseaux Internet, notamment la chaîne YouTube Safouinka Télé TV, ou aller sur Deadline sur la page Facebook liée à ce programme. Ce soir, nous allons parler d'une approche politique responsable. Nous commençons, c'est vrai, c'est un point stratégique et sensible. Nous allons parler de la stratégie concernant la sécurité et la problématique, la très grande problématique de l'insécurité à l'est de notre pays. Nous allons réfléchir. C'est vrai que sur le plan sécuritaire, tout n'est pas à dire et le gouvernement ni le président de la République peut nous dire ce qu'ils sont en train de faire sur le plan sécuritaire, mais les grandes lignes. Aujourd'hui, l'Est de la République
plus de 18 ans, pose problème. 2 millions de morts, d'autres parlent de génocide, d'autres parlent de la théorie de la balkanisation, mais ceux qui sont à l'est de la RDC, Beni, Aru, les deux Kivu dans l'ancienne configuration, Goma, Minembwe, tout ce coin swahilophone, voisine ou voisin du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, sont des Congolais comme nous au centre, comme nous à l'ouest. Mais quelle est la bonne approche? C'est vrai, le président de la République actuel, Félix Antoine Tshisekedi, a essayé de renouer les relations de bon voisinage avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Est-ce que, à cette approche d'instaurer la paix pour la quiétude de nos frères et sœurs de l'Est, est-ce que cette approche diplomatique peut aussi être accompagnée avec une stratégie militaire? Disons que, de manière générale, d'abord il faut dire, permettez-moi d'ouvrir, je vais dire, d'amorcer ma réponse à votre question par cette sorte d'anecdote. Avant l'arrivée des Européens, évidemment, on a déjà au XVe siècle Diego Cao qui arrive à l'embouchure du fleuve Congo, dans le bas Congo, mais après, vers les XVIIIe siècle, Tipo Tipo à l'est a laissé comme une sorte de malédiction. On parle de la malédiction des typotypes. Ah bon? Oui, oui. Regardez que la trajectoire de toutes les insurrections, suit généralement la trajectoire, ou si vous voulez les sillons, ou si vous voulez la piste laissée par typotype. Elle part toujours je veux dire, Tanganyika, Sud Kivu, Maniema, jusqu'à Kisangani. Mais c'est une sorte d'anecdote, mais qui porte une certaine véracité. Et Ndaiwel lui-même dit, je vais dire le Ndaiwel historien, les grands historiens, pas le Ndaiwel activiste, bien que son activisme soit légitime, dans l'histoire générale du Zaïre, il parle de l'origine, si vous voulez, de la construction de l'État congolais, qui est une sorte, quand vous lisez ça, c'est comme des pages d'histoire militaire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Congo a été construit comme État par une action fondamentalement militaire de Stanley, qui lui-même, Stanley, fut un ancien combattant de la guerre civile américaine. C'est d'ailleurs sa capacité de sniper qu'il avait apprise de survie dans la guerre civile américaine qui l'a amené à survivre et à faire l'acte fondateur du Congo. Maintenant, cette problématique-là, c'est une problématique qui a des anciennes racines et qui mérite d'être comprise, je veux dire la problématique de la violence militaire à l'Est, mérite d'être comprise à la fois dans sa dimension historique, spirituelle, mais également dans sa dimension militaire. La diplomatie va toujours en conjonction avec la puissance militaire, avec les rapports de force militaires. Parce que si vous allez amorcer une diplomatie et que dans l'arrière-plan, vous n'avez aucune puissance militaire, aucune force militaire, ça ne marchera jamais. Et donc, je pense que le président de la République aujourd'hui a besoin que, je veux dire, les bonnes volontés puissent lui formuler, je veux dire, des propositions, des critiques constructives qui puissent permettre à ce qu'il puisse réorienter son action. Je pense que la résolution de la problématique militaire à l'Est a plusieurs dimensions, notamment une dimension politique, mais aussi une dimension économique et sociologique. Mais maintenant, sur le plan militaire, il faut dire ceci, que aujourd'hui, d'ailleurs, je venais de lire un article qui est sorti au mois d'avril par un grand expert militaire international, Thomas Mandrap, qui est écrit au mois d'avril, qui est un professeur de sciences militaires au collège académique militaire danois, mais qui est également professeur associé au centre, je veux dire à l'Institut de leadership militaire stratégique de Stellenbosch, parce que Stellenbosch, l'université de Stellenbosch a l'un des meilleurs départements, ou l'un des meilleurs départements de sciences militaires en Afrique. Alors, c'est dire que Joseph Kabila est venu trouver un pays qui, sur le plan de l'appareil sécuritaire, du système sécuritaire, était émietté, décomposé. Kinshasa avait FAC, RCD, MLC et les autres groupes militaires. Joseph Kabila a su, je veux dire, amorcer une première démarche fondamentale, ça veut dire réunifier l'armée. Mais non,
il y avait, à partir de 2003, je crois, la dynamique de la réforme des services sécuritaires. Et les experts ont formulé beaucoup de critiques, que ce soit CIPRI de Suédois, que ce soit Institute of Security Studies en Afrique du Sud, l'ONU, les partenaires internationaux ont formulé beaucoup de critiques parce que ça n'a pas vraiment abouti. Donc, l'article auquel j'ai fait allusion, en conclusion, dit que nous avons 3 problèmes fondamentaux en ce qui concerne notre armée. Parce qu'en réalité, nous n'avons plus de guerre au sens classique du terme. La guerre au sens classique du terme, je veux dire la confrontation armée des organisations militaires structurées et ayant une cause politique. Là maintenant, ce sont des groupes armés. Ce ne sont même plus des groupes armés, c'est la criminalité. Non, c'est même pas des milices, c'est la criminalité armée. C'est des bandes criminelles armées qui opèrent simplement pour la prédation des mines. Parce que les frontières sont poreuses. Oui, les frontières sont poreuses. Et c'est démontré noir sur blanc. Jusqu'aujourd'hui, on continue à démontrer ça. Vous allez à Washington, CIA, Brookings Institution, etc. C'est démontré partout que la prédation ougandaise, rwandaise, burundaise, tanzanienne, kenyane sur la ceinture Est continue de manière directe ou indirecte. Voyez-vous. Donc, je pense que la problématique, en ce qui concerne le président de la République maintenant, c'est la problématique 1, de la professionnalisation de l'armée. La problématique de la professionnalisation de l'armée veut simplement dire que nous voulons avoir une armée dont les troupes et les officiers se concentrent exclusivement sur l'activité qui consiste à protéger les biens, les humains, enfin les citoyens et leurs biens. Et mais pourquoi pas dire la problématique de l'appareil sécuritaire congolais? L'appareil sécuritaire, sa colonne vertébrale, c'est l'armée. Sa colonne vertébrale, c'est l'armée. La police souffre aussi plus ou moins des mêmes déficiences. Donc, professionnalisation. Parce que même sous Mobutu, on a vu de généraux qui ne se concentraient plus sur, même les troupes qui ne se concentraient plus sur leurs fonctions, qui étaient dans l'or, qui étaient dans le diamant. On connaît, on ne cite pas les noms, les massacres de Katekela, et qui a d'ailleurs donné lieu à l'UDPS. C'était un général dont on ne peut pas citer les noms ici. Et parler même de la situation de nos frères et sœurs en tenue, les militaires, les policiers. Voilà, donc, professionnalisation, ça c'est un. Professionnalisation. Concentration exclusive sur la fonction de la protection des citoyens et de leurs biens, avec capacité d'anticipation. La capacité d'anticipation implique ici l'excellence en termes de renseignement militaire. Mais alors comment on cite la RDC parmi les armées la mieux cotée, 9e, paraît-il, ou 19e en Afrique? Bon, voilà. Je vais arriver là. On est 9e et on est sur le plan africain. Dans la région ici, il y a seulement l'Angola qui vient avant nous. Je crois l'Angola est 8e, je crois, ou 7e. Et on est 72e sur le plan mondial sur 37 armées. Mais je vais arriver là-bas. Maintenant, je dis la professionnalisation, la capacité de l'intelligence militaire. La capacité de l'intelligence militaire implique aussi le recours à la technologie. Voyez-vous, si l'Angola a su mettre fin à la guerre de Savimbi et des autres, c'est parce que l'Angola a su recourir aux experts internationaux militaires qui ont la technologie du tracking, ça veut dire la capacité de dépister les forces hostiles par satellite, même la capacité de faire le tracking avec un système de caméras thermiques. Ça veut dire que même si vous vous cachez dans la brousse, même si vous vous cachez dans des fentes de montagne, avec un système de caméras thermiques par hélicoptère ou par drone, mais on peut vous dépister. À certaines époques, la MONUSCO a voulu envoyer des drones pour pouvoir dépister tout ce qui était zone poreuse dans nos frontières. Mais par exemple, le Rwanda avait fustigé. Non, mais nous devons faire prévaloir notre souveraineté. Donc, deuxième dimension, c'est la problématique donc, de l'intelligence militaire. On ne gagne pas une guerre depuis les temps immémoriaux. On ne gagne jamais une guerre sans capacité de renseignement militaire. Et aujourd'hui, on utilise des technologies. On peut même faire les tracking des forces hostiles par identification, par les cell phones. Donc cette technologie existe. Troisième dimension, c'est les forces spéciales. Je l'ai dit ailleurs, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus des unités paracommando, ça veut dire des unités aéroportées avec capacité
commando. Parce que la guerre, là, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire, ce n'est pas une confrontation classique où on sait qu'ils vont arriver ici dans la vallée ou dans la savane, etc., avec des chars ou avec des véhicules blindés. Voilà, donc c'est une guerre qui est asymétrique où les gens, ils viennent les matins, ils se camouflent dans la population. Donc, il faut avoir des unités commando qui peuvent enclencher ce qu'on appelle en jargon des actions acupuncturales. Ça veut dire des actions par point, on identifie un élément et on neutralise cet élément de manière furtive, sans être vu, sans être connu. Voyez-vous, le quatrième problème, c'est le problème de la logistique des transports. Global Firepower, qui est un grand centre d'ailleurs, c'est lui qui fait, c'est ce centre-là, Global Firepower, qui a fait les rankings, donc les classements que nous utilisons de manière générale, qui est utilisé de manière générale par les chercheurs, et démontre que si nous sommes 9e, c'est fondamentalement par la capacité du manpower, le nombre d'hommes que l'on peut mobiliser. La RDC peut mobiliser 24 millions d'individus. 24 millions d'individus. Sous le drapeau. Oui, 24 millions d'individus. C'est ça qui nous met à la 9e position, fondamentalement. Mais en termes d'arsenal, nous sommes loin. Nous avons, du moins d'après International, je veux dire Global Firepower, et je ne vais pas citer les chiffres ici, parce que c'est une matière qui est très, très sensible, mais regardez même ce qui est arrivé avec l'avion qui a fait les crashs. Nous n'avons pas été capables de déployer un hélicoptère de l'armée pour aller là-bas. Ça nous a pris à peu près une semaine. On tergiversait avec la MONUSCO, etc. Quand les gens meurent, même dans les lacs Albert ou les lacs Édouard, on recourt toujours à la MONUSCO. Donc, nous n'avons plus aujourd'hui même pas d'escadrilles comme on avait l'escadrille de Maquis ou le Maquis ou à l'époque de Mobutu, là, on avait des Maquis avec le colonel Mbo, etc. On ne connaît même pas nos Mais alors, comment redynamiser l'appareil sécuritaire de la RDC, notamment l'armée, parce que nous avons eu des grands centres de formation, Kibomango, Kotakoli, Yakoma. Vous avez des camps célèbres comme le camp Bumba avec des grands généraux. Vous avez le camp Tchachi, vous avez le Fumula, vous avez Banana. Mais c'est ce que les experts... Mais écoutez, le président de la République vient de l'UDPS. L'UDPS a 38 ans d'action d'opposition. Donc l'UDPS est censé avoir en son sein une cellule. L'UDPS avait les gens comme... il y avait un général là qui était... général Mbo. Non, c'était pas Mbo. Pika, voilà. Ranger, etc. Donc l'UDPS est censé avoir depuis 38 ans une cellule d'études sécuritaires pour savoir, quand je viens au pouvoir, voici ce que je veux faire. Mais le pays doit avoir une stratégie politique en termes de redynamisation de l'appareil sécuritaire du pays pour garantir les investissements, la sécurité des biens et des personnes, ainsi que le développement du pays, parce que la capacité à avoir une armée bien structurée, la capacité à avoir un appareil sécuritaire bien élaboré démontre aussi du développement du pays. Mais regardez, Global Firepower, même CIPRI, même Institute of Security Studies, CIA, etc. Quand vous allez, CIA, c'est pas... Et nous CIA... avons aussi l'ANER qui est parmi l'un des appareils de renseignement les plus anciens en Afrique centrale. Oui, mais avec quelle technologie? Avec quelle technologie? Voyez-vous? Avec quelle technologie? D'où il fallait une politique à long terme, par exemple, sous Mobutu, de dire, à l'époque de Mobutu, dans 50 ans, comment sera l'appareil sécuritaire congolaise, comment sera par exemple l'armée congolaise. Et Kabila, quand il arrive, Félix, que ce soit Mouzé ou que ce soit Kabila Kabangé, il pouvait aussi projeter une armée dans 50 ans. Je laisserai une armée à ce niveau. D'où le travail de Félix maintenant, c'est planifier une armée d'ici l'horizon 50 ans. Mais malheureusement, je pense qu'en termes de stratégie et des modes opératoires, on ne voit pas encore les prémices d'une certaine méthodologie, d'une action qui est systématisée, qui permet de dire... Parce que les débats qu'il y a eu, j'ai encore entendu, je veux dire, sur RFI, sur BBC, on en parlait, il y avait beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux, l'éventualité des armées de la région pour venir en RDC. C'est vraiment incroyable, parce que nous avons une armée qui, d'après les experts, a entre 110 et 130 000 hommes.
Entre 110 et 130 000 hommes. Je me rappelle que parmi les à l'époque de 1+4, on parlait de la réduction, c'était 300 000 hommes, on avait réduit, on avait la cible des 100 000 hommes. Mais tous les experts disent que c'est entre 110 et 130 000 hommes. Et récemment, on a doublé, je veux dire, le nombre de troupes à l'Est pour faire face aux milices. Je ne comprends pas comment, avec un institut d'études stratégiques qui a beaucoup de prestige, avec des Français qui arrivent ici, etc., comment on a 130 000 hommes, on a quelques appareils de transport, d'attaque, on doit recourir aux armées étrangères pour venir nous aider à neutraliser des bandits. En fait, c'est des bandits, ce n'est pas des armées, c'est des bandits. Même le ADF là, lorsqu'on parle des terroristes, ce n'est pas des vrais terroristes, ce n'est pas comme Boko Haram. Boko Haram, aujourd'hui, a des véhicules blindés, a même des drones. Voyez-vous, ceux-là, c'est véritablement des bandits, des truands, voyez-vous, qui sont simplement là dans la prédation minière, en recevant quelques armes et munitions, des réseaux de trafic d'armes qui ont des ramifications, essentiellement d'ailleurs en Ouganda et au Burundi. Donc, le problème reste entier. Professionnaliser l'armée, lui donner des capacités modernes de renseignement avec action proactive, les unités spéciales. Vous avez parlé ici de tous ces camps, mais les camps CETA, les troupes aéroportées, ça n'existait plus. On n'a plus de parachutistes, ça n'existait plus. Même nos unités blindées comme on avait à l'époque. Malheureusement, à l'Est, les unités blindées, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est relief montagneux. Il faut plus d'hélicoptères d'attaque, air-sol, et puis de grands hélicoptères de transport. Parce qu'il faut avoir, ça on pouvait faire dans les 5 mois qui sont passés. Ça veut dire quand vous allez aux États-Unis, il y a plein d'hélicoptères qu'on a amenés de l'Irak, qui ne coûtent pas les yeux de la tête, qui peuvent être rééquipés avec tous ces équipements de tracking par système thermique qu'on pouvait déjà avoir pour renforcer la capacité d'attaque et également de déplacement. Est-ce que dans ce pays, nous avons encore des vaillants soldats? Bon, voilà, on n'est plus à l'époque de Ikuku, Serpent des Rails, on n'est plus à l'époque de Mayele, etc., de Mbo, mais on a quand même des soldats vaillants. On a parlé de Mamadou Ndala. Mamadou Ndala faisait partie, il était, je crois, commandant de bataillon. Il y avait un bataillon, je crois, commando, qui avait été formé par les Américains. Mais si je vous posais directement, quel est à cette époque, ce grand général, quand vous citez, vous sentez une certaine frayeur, comme on citait les Mayele, les Baramoto, ainsi de suite, quand tu sens que non, celui-ci, vraiment, quand il descend sur terrain, même l'adversaire se dit, tiens, nous allons avoir chaud. Bon, écoutez, ça c'est une bonne question. Généralement, je ne mets pas pour répondre aux questions, mais ça c'est une bonne question. Je peux vous garantir que, très franchement, au plan stratégique opérationnel, vous comme moi, c'est des questions qu'on se pose. Au moins à l'époque, il y en avait. Même quelqu'un comme le général Bumba, c'était un grand général, voyez-vous, Moulamba Nyoni. Moulamba Nyoni, on a dit de lui, on l'a appelé l'homme de Bukavu. C'est Moulamba Nyoni on l'a attrapé, il a pu déjouer ses ennemis, ses adversaires, et puis il s'est auto-libéré. Moulamba Nyoni a libéré Bukavu, on l'appelait d'ailleurs l'homme de Bukavu. Mobutu Sese Seko lui-même. Mobutu Sese Seko, quand on parle de hauts faits militaires de Kamanyola, ce n'est pas des légendes, c'est la vérité. C'est la vérité. Mobutu est allé à Kamanyola, les rebelles drogués venaient de l'autre côté du pont, mais les soldats avaient peur parce qu'il y avait la légende de Simba, etc. Et quand les rebelles approchaient, les soldats ont fui. Et les soldats ont dit à Mobutu, non, Mobutu, c'est même écrit là-bas. Mobutu a dit, excusez-moi l'expression, Mobutu a dit, je pense qu'il a dit, taisez-vous. C'est parce qu'ils sont hors du champ de tir. Et quand ils sont arrivés au beau milieu du pont, Mobutu a pris les fusils mitrailleurs et il les a mitraillés. C'est une vérité. Les historiens ont écrit ça avant que Mobutu ne prenne le pouvoir. Mais c'est le même sang qui coule aujourd'hui dans le sang des Congolais. Voyez-vous. Donc, je pense que
c'est possible. On aurait pu d'ailleurs avoir déjà de meilleurs résultats il y a peut-être 5 ou 6 mois, mais je pense que ce n'est pas une condamnation, c'est réversible. Ça, c'est une dimension. Mais il y a l'autre dimension qui est fondamentale, c'est la dimension économique. Aujourd'hui, je ne cesserai de le répéter, parce que moi je suis libre penseur dans la tradition des intellectuels parisiens, qui ont la vaillance de la vérité, évidemment la vérité équilibrée, comme disait Michel Foucault. À l'Est, il y a une véritable, même pas à l'Est, parce qu'il y a une dimension, permettez-moi de dire que l'alternance devrait nous amener à la recherche de modalités alternatives, parce qu'il n'y a pas d'alternance sans modalité alternative. Vous n'allez pas faire seulement l'alternance sur le fauteuil présidentiel. Il faut nous amener des paradigmes différents. Et l'un des paradigmes différents, c'est le paradigme de la pensée sécuritaire. Les anglo-saxons parlent de national security. Quand on parle de la sécurité, c'est national security, c'est multidimensionnel. Aujourd'hui, il y a le smart power, l'intelligence. Comment vous utilisez votre intelligence? Comment vous utilisez vos scientifiques? Comment vous les larguez dans les grandes sphères internationales où leurs réflexions peuvent faire fléchir l'imagerie ou l'image? Parce que c'est à partir de l'imagerie, de l'image, quand on a de vous l'image d'un peuple, je dis faible, qui est incapable de penser dans la durée, qui est incapable de s'organiser, et les gens peuvent se permettre n'importe quoi. Les pays limitrophes ont nourri, alimenté cette imagerie-là. Voyez-vous, on parle de soft power. C'est comment vous utilisez la technologie, comment vous utilisez l'économie. Sur le plan économique, nous sommes vassalisés dans toutes les régions. Quand vous prenez l'Est, de Kisangani en passant par Bunia, Beni, Butembo, Bukavu, Goma, jusqu'à Kalemi, nous sommes vassalisés par les pays limitrophes de l'Est. Papier hygiénique, je veux dire, papier hygiénique, même les lotions, même de l'eau, ça vient de l'Est, ça veut dire que nous sommes vassalisés économiquement. Ça veut dire, voyez-vous, et maintenant, quand vous prenez les matières premières stratégiques, les gens parlent beaucoup de coltan et d'autres. Mais ils oublient l'or. Ils oublient l'or. À Entebbe, au moment où nous parlons ici, il y a un Belge qui a une raffinerie là-bas, qui en 2017, les Américains ont sorti un rapport. Ce monsieur-là a raffiné 7 tonnes d'or congolais. Et il a reconnu. Voilà, nous passons à la seconde phase de nos échanges. Là, nous avons parlé de l'approche politique responsable dans le domaine de l'appareil sécuritaire en RDC. Les politiques congolaises doivent se mettre ensemble pour pondre une stratégie sécuritaire adéquate pour le bien-être du peuple congolais. C'est la raison pour laquelle nous recevons ici sur ce plateau de Deadline l'expert international en gouvernologie. Habituez-vous avec cette appellation, ce qualificatif, par rapport aux bons choix que nos décideurs politiques doivent prendre. Hubert Kabassou-Babou, nous avons vu le déplacement du chef de l'État en Russie pour le sommet de Sochi, et il a rencontré son homologue Vladimir Poutine. D'un premier coup, il a échangé, il a été très ému et il a même dit, il a remercié Poutine parce qu'il est parmi les tout premiers présidents au monde qui a reconnu directement l'élection du président Félix. Vous, en tant qu'Américain, Harvard, ainsi de suite, bon, vous êtes Congolais, hein, je le dis, Congolais, mais en tant que... Quel est l'œil de l'Américain quand il voit, par exemple, le président Félix aller vers les États-Unis, et sur le plan stratégie politique internationale, que cherche Félix auprès de la Russie? Bon, les deux questions. Je pense que le président de la République, il a tout le droit d'aller où il veut, mais je pense qu'il faut également intégrer ça... Mais avec quel objectif? Mais justement, je dis qu'il faut intégrer ça maintenant dans les rationalités des rapports géostratégiques. À partir de Washington, je veux dire, l'axiome des Américains en ce qui concerne la Russie, c'est que la Russie, c'est un régime autoritaire. Voyez-vous, c'est un régime autoritaire
qui n'a pas, je veux dire, d'exigence en matière de démocratie, en termes de transparence, en termes de rédévabilité vis-à-vis de la population, etc. Donc c'est pas vraiment un modèle, du moins du point de vue des Américains. Encore que les Américains ont encore, je veux dire, toujours l'arrière-goût de l'implication des Russes dans la tentative d'influencer les élections de 2016. Et donc, du point de vue des Américains, les pays africains sont libres d'aller où ils veulent, de nouer les relations qu'ils veulent. Mais sur le plan normatif, l'idée c'est de dire que quand le président de la République va en Russie, ça rentre, non seulement lui, mais tous les autres présidents de la République, je veux dire, il y a eu Paul Kagame, les présidents africains, il y a eu Al-Sisi. Non, je veux dire que les intellectuels panafricanistes, je veux dire, du continent, commencent à réfléchir sur cette sorte d'infantilisation, en fait, des présidents africains. Aucun pays de l'Asie, c'est les fameux tigres asiatiques, aucun pays, il n'y a aucun modèle où... Pourquoi il n'y a pas de sommet Russie, pays des Caraïbes ou pays de l'Amérique latine? Pourquoi il n'y a pas de sommet Chine, pays de l'Amérique latine? Mais justement, parce que déjà, Poutine ne peut pas appeler le Brésil parce que le Brésil est plus puissant économiquement que la Russie. Voyez-vous, les pays comme l'Argentine, c'est des pays très avancés. Le Chili, c'est des pays très avancés. Le Mexique est très avancé. Voyez-vous. Donc, les Africains, ou les néo-panafricanistes commencent à se dire que les Africains, les présidents africains sont dans une sorte perpétue, cette sorte de néocolonialisme. Mais si on est faible, on va chercher de l'aide, de l'appui pour se développer. Ça veut dire que, non, les développements... Allez signer des contrats gagnant-gagnant. Non, c'est pas mauvais. Pour vous financer, on ne va pas vous demander droit de l'homme. Mais voilà justement où se situent les problèmes. Nous apprécions le fait que le président de la République est allé là-bas, et puis il est passé par et puis la Serbie. Il y a cette forme de respect et de rédévabilité. Poutine, du premier trait, il reçoit son homologue congolais, mais aux États-Unis, Félix a fait, je pense, plus de 3 navettes là-bas, sans rencontrer même une fois Donald Trump pour échanger, même pour dire bonjour. Non, ça veut dire que les Américains nous ne pouvons pas imposer aux Américains notre manière de voir les choses. Ils ont leur manière des choses, nous avons aussi notre manière de voir. Qui peut être aussi la mauvaise. Hein? Non, bon, à mon point de vue, si un pays insiste sur les droits de l'homme, sur la transparence, la rédévabilité, la cohérence dans les politiques publiques, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose comme telle. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Les néo-panafricanistes commencent à réfléchir en termes de la capacité des Africains d'abord de concevoir des stratégies qui permettent d'abord cette sorte de souveraineté économique pour relancer leur production intérieure, répondre aux problématiques de la hiérarchie des besoins, les besoins alimentaires. Vous n'avez pas besoin d'aller en Russie ou d'aller en Amérique pour imaginer les modalités de la réponse aux besoins alimentaires. Pour donner, le Congolais, il mange quoi? Les Congolais, il n'est pas compliqué dans sa culture gastronomique et culinaire. C'est le foufou, c'est la chikwang. 2 fois de riz. Voyez-vous, parfois les riz, c'est les pondous, c'est les bitekoutekou, c'est le dunda, c'est le fumbois. Est-ce qu'il y a moyen de s'asseoir d'abord au plan intérieur, concevoir les modalités pour restructurer ces rayons-là, donner l'abondance alimentaire aux Congolais, faire en sorte que le poisson que nous produisons nous-mêmes soit abondant sur nos plats, qu'il y ait un système de distribution adéquat, qu'on réduise les taxes, qu'on en élimine même quelques-unes, qu'on arrête avec le harcèlement des petits producteurs, qu'on relance des productions commerciales des denrées que nous consommons. Voilà les problématiques fondamentales. Le paiement de la dette intérieure, même de nos entreprises publiques, la SNEL, la Régie des eaux, l'ONATRA, l'État a des dettes colossales, voyez-vous. Et donc, l'aide extérieure doit venir trouver au plan intérieur une cohésion, une démarche de la consolidation des capacités productives et distributives nationales qui répondent aux besoins d'abord primordiaux des Congolais. Parce que
regardez, sous Joseph Kabila, nous apprécions le fait qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs, Banro, Barrick Gold, Anglo Gold, Ashanti, à un moment on avait même Freeport McMoran, on a maintenant les Chinois, Modibellum je crois, qui est l'une des plus grandes entreprises minières chinoises, etc. Mais c'est dans la production des biens qui ne répondent pas à nos besoins, qui sont pour l'exportation. On a eu tous ces investisseurs-là. Et donc, je pense que la démarche qui consiste à restructurer, à corriger les systèmes de production et de distribution intérieure, cette démarche-là est primordiale. Et donc, la démarche qui consiste à aller à l'extérieur doit être assise d'abord sur une démarche au plan intérieur. Vous savez, en sciences politiques, il y a comme une sorte d'axiome, on dit la vulnérabilité extérieure est fonction de la cohésion intérieure. Si vous n'avez pas de cohésion intérieure, si vous n'avez pas de solidité intérieure, vous pouvez aller à l'extérieur comme vous voulez, mais c'est seulement pour vous auto-vassaliser. C'est un peu pour répondre à l'expression de philosophe et congolais Kamana qui parle de l'auto-impuissancisation. Ça veut dire que vous-même à l'intérieur, vous êtes encore faible, vous avez des vulnérabilités. Vous n'avez pas encore fait une sorte d'étude SWOT, d'étude de vos capacités, de vos Alors si c'est ce que Félix est en train de faire maintenant, il a observé que la RDC est encore faible, il faut se restructurer. Peut-être il faut passer par des bonnes relations avec la Russie, les États-Unis, une approche de bon voisinage avec les pays limitrophes. Si c'est là l'approche, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, je pense que je pense que pour un président, c'est légitime de sa part, il est président de la République, il fait ce qui lui semble bon dans son jugement. Mais il y a une dimension de la normativité de la chose. Les États modernes ne se gèrent pas n'importe comment. À part la Russie, il y a dans un autre pays de l'ex-Union soviétique. Il y a la planification stratégique d'État. Il y a les leadership d'État, les statementship, qui doit répondre à une certaine normativité, à une certaine rationalité. Donc, il faut d'abord qu'on voit une démarche robuste, cohérente, de l'amélioration, de l'élévation de ce qui a déjà été fait. Joseph Kabila a reconstruit les fondamentaux, les strates fondamentales. Même quand on parle de l'armée, ce n'était pas facile d'unir ou de réunifier l'armée, de construire un appareil sécuritaire. On peut dire jeter les bases, parce que certaines personnes, quand ils vous écoutent à la maison, ils disent mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Hubert Kabassou Babou? Oui. Il a peut-être jeté les bases, il a peut-être contribué, et pas dire qu'il a refondé. Non, mais il a refondé puisqu'il n'y avait plus d'armée. Il faut être symétrique. Parce que les ex-phases existent. Quand vous prenez tous ces colonels que vous avez, la plupart ont fait peut-être les faux. Comment vous allez dire qu'il a refondé? Il a refondé parce que l'armée n'existait plus. Mobutu déjà en 80, on arrive beaucoup en 80. de gens dans leur maison sont en train de hocher les mais c'est bien, c'est bien. Mais oui, vous savez, nous sommes tellement imbibés des populismes, notre intellect est tellement imbibé. Nous avons une sorte de délectation dans les platitudes. Parce qu'il a trouvé les mêmes problèmes, il l'a laissé. Non, il n'a pas laissé les mêmes problèmes. Parce que ça fait que 8 mois qu'il est parti. Ça fait que 8 mois, 9 mois qu'il est parti. Non, mais attendez. Écoutez, il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que on ne va pas construire les pays avec les populismes, avec les platitudes. Ce qui est vrai, oui. Joseph Kabila a été honnête. Oui. Il a reconnu ses limites et il a même dit qu'il n'a pas trouvé 15 collaborateurs. Non, ça c'est autre chose. Il faut le reconnaître, c'est un homme humble et il a reconnu ses limites. Non, mais attendez, ça c'est autre chose. Il ne faut pas aller dans une sorte de réduction qui va friser l'absurde finalement. Parce que... C'est pas réducteur. Non, c'est réducteur parce que Joseph Kabila, son action a été une action de reconstruction systémique. C'est vrai qu'il nous a laissé l'école de hautes études militaires. Non, mais attendez, les Jean-Marie Kassamba en stratégie militaire. Jean-Marie Kassamba est allé dans une formation. Il est allé suivre une formation, il n'est pas formateur de l'école. Non, parlons de choses fondamentales. Allez-y. En 80, même quand nous arrive, 94, 84, il n'y avait plus d'armée. C'est reconnu par tout le monde. Mwanda a reconnu, le Wondo qui est parmi les stratégistes de l'armée les plus respectés. Tout le monde reconnaît. Nous n'allons pas réinventer la roue ici. En 95, 96, il n'y avait plus d'armée. Ils avaient abandonné Mobutu. Non, il n'avait pas seulement... C'était ça le terme. Parce qu'il y a des militaires qui ont même refusé de se battre. Non, mais attendez, parce que... Là, on referme la parenthèse. Non, on la ferme pas si rapidement. Parce qu'il est démontré que tous ces militaires-là
étaient devenus des mercantilistes. Les uns avec sa Vimbi, prenant son diamant là-bas, l'amenant ici, lui achetant des armes quand il y avait embargo. Les autres dans l'or au nord, les autres dans les diamants au Kasaï. Nous avons parlé ici, nous avons fait allusion à la tragédie des Katekelaï. Les autres étaient même dans la fabrication de faux billets des banques. Donc c'était une pseudo-armée qui était... C'était le système à l'époque. Mais oui, mais même les civils faisaient ils avaient la plage à billets. Mais c'était un système de dégénérescence. Ça veut dire que c'est un système dégénéré. Mais voilà, donc... Joseph Kabila, il faut lui reconnaître. Autant on va dire qu'il y a eu des déficiences, ça veut dire qu'il n'y a pas eu transformation de l'homme, qu'il n'y a pas eu réduction de la pauvreté. Parce qu'il nous a promis les tramways, les trains à grande vitesse, ils ne sont pas venus. Non, mais les trains à grande vitesse, ça c'était dans le projet de société. Reconnaissons-le, il a fait sa part, oui, mais pas comme vous voulez l'élever aujourd'hui. Non, mais je le dis. On le reconnaît, c'est un nationaliste. Il avait dit, il a promis qu'il laissera ce pays entre les mains d'une personne responsable et il y aurait passation civilisée au sommet de l'État. Moi, je parle dans des forums scientifiques où on ne parle pas comme on fait des supputations populistes. Si on dit qu'est-ce qu'il a fait, il faut intellectualiser ça, il faut composer ça d'une manière tel que l'expert qui est à l'ONU ou l'expert qui est à Norvège ou en Nouvelle-Zélande. Moi, je pense simple, le Congolais moyen qui vit, qui voit. On ne construit pas les pays en... Ce sont ces Congolais-là qui ont voté les présidents, qui ont voté Kabila, qui ont voté Félix. Hein. Monsieur le journaliste, vous avez un devoir, ça aussi le changement de mentalité. Allez-y. Il ne faut pas rester dans l'ancien script qui considère que nous devons seulement aller au niveau de la population. Non. Mais c'est la population qui vote. Mais attendez, il faut amener la population à un certain niveau pour que même le sens de la redevabilité, c'est que la population va commencer à demander au gouvernement ça soit d'un certain niveau. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Non. C'est la raison pour laquelle on vous invite sur ce plateau pour éclairer la lanterne. Justement, c'est ce que j'ai dit qu'il faut capter l'œuvre, l'ouvrage, il faut l'intellectualiser. Personne ne peut... Ce n'est pas tout le monde qui va réfléchir comme Tabassibabou, par exemple. C'est ce que je dis, c'est pourquoi les pays avancés sont les pays avancés. Parce que les pays modernes ont une certaine intellectualité, des manières de Nous devons avancer parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc, j'insiste sur le fait que la reconstruction sur Joseph Kabila, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Moi, je ne suis pas kabiliste. Je me dis généralement que vous avez travaillé avec lui. Je suis plutôt kabilologue. Ça veut dire je tente de donner un entendement, une compréhension de Kabila qui transcende les supputations populistes et les manipulations politiciennes. C'est-à-dire qu'il a construit l'armée, ça n'existait plus. Ça, c'est scientifique, c'est démontré. Vous ne pouvez pas réinventer la roue. Deuxièmement, ce n'est pas parfait, c'est vrai. La problématique de la professionnalisation. Mais lui-même l'a dit que ce n'était pas parfait. C'est ça que je me tue à vous expliquer ici. Non, parce que vous avez voulu... Ce n'est pas moi, c'est la population congolaise qui éclairer la lanterne. Vous revenez justement à ce que je dis. Aujourd'hui, on est dans le régime de la dispensation de l'alternance, du changement, même s'il n'y a pas encore une théorie. Comme vous voulez bien parler de lui, on revient à notre sujet, le retour politique de Joseph Kabila. Chadari annonce le retour à un grand sommet PPRD réalisé à Lubumbashi. Est-ce que le PPRD n'est pas en train de forcer la main de l'ancien président? Est-ce que le PPRD se dit qu'il faut plus faire la visibilité du chef de l'État passé? Est-ce que le PPRD est en train de fonder son espoir sur quelqu'un, par exemple, qui veut quand même se reposer? Ça fait 8 mois. C'est vrai qu'il n'était même pas parti. Mais est-ce que c'est un retour pour Joseph Kabila en politique? Écoutez, un parti politique, c'est une organisation de personnes, des individus, de citoyens qui y ont un certain idéal et se regroupent, se mobilisent pour la conquête, pour conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Maintenant, si le PPRD estime que son président ou son autorité morale peut revenir au pouvoir, c'est son droit le plus légitime, c'est la chose la plus naturelle. Revenir dans son parti ou au pouvoir, je ne comprends pas. Non, revenir à son parti ou à son pouvoir, ils ont le droit de le dire parce qu'ils sont constitués en tant que parti politique avec un président pour conquérir les pouvoirs en fonction de leur projet de société et le maintenir le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, ils ont le droit d'esquisser, d'envisager les modalités qu'ils considèrent comme étant les modalités les plus rationnelles et les plus efficaces pour eux. Maintenant, vous, ou les autres, ou leurs adversaires politiques, ils peuvent juger
sur le plan de la normativité d'un système politique, le parti politique a le droit d'agir comme ils ont agi. C'est vrai qu'il y a eu des pics par-ci, par-là. Bon, c'est des débordements que nous constatons sur le plan politique de manière générale. Dans tous les camps, d'ailleurs, on constate ces débordements-là. Mais vous n'allez pas leur nier, je dis, le droit de dire que Joseph Kabila peut revenir au pouvoir. Maintenant, nous pouvons, chacun de nous, avoir notre point de vue pour dire il peut revenir ou ne pas revenir, ça c'est autre chose. Mais ces droits-là, on ne peut pas le leur nier. Oui, on ne peut pas leur nier, mais est-ce qu'il était parti pour revenir? Parce que vous prenez les accords, FCC cash, si lui ne donne pas son aval, rien n'est fait. Par exemple, le choix de Ilukamba, c'est lui qui l'a proposé. Vous avez Madame Janine Mabunda, vous avez les gouverneurs, mais il est toujours là. Pourquoi parler de son retour? Parce que son ombre plane toujours. Mais écoutez, ça c'est une problématisation, à mon avis, qui souffre d'une certaine vacuité, je dis, normative, parce que ce qu'il faisait, il faisait de manière, je veux dire, informelle, etc. Quand ils disent ça rentrait, ça veut dire que... Quel informel? Parce qu'à chaque fois, il fallait aller à Kingakati pour approuver. Oui, mais c'était informel, c'est pas des choses d'État. Informel officiel. Non, ça veut dire que c'est des choses... C'est des choses qui se faisaient dans les interactions entre... Il a même reçu les gouverneurs du PPRD, mais oui, du FCC, si je peux dire. Ça aussi, c'était informel. Ça n'a rien à voir avec la gestion de l'État. Ça n'a rien à voir avec la gestion... Mais il ne gère plus l'État. Mais attendez, ça n'a rien à voir... Il gère sa structure qui est l'FCC. Oui. Mais maintenant, est-ce que vous l'avez vu siéger au Sénat? C'est son choix, il peut venir. Mais ce que je dis, il n'y a pas une opérationnalité d'État. Pour siéger au Sénat, il doit dire que je reviens? Non, mais est-ce que, où est l'interdiction ou la prohibition de le dire? Je peux, s'il n'a pas siégé au Parlement depuis tous ces temps, quelqu'un de son parti politique, moi je ne suis pas du PPRD, quelqu'un du PPRD ou du FCC, peut dire, voilà, notre autorité morale va maintenant revenir dans les activités politiques formelles. Les activités politiques formelles, ça veut dire qu'il peut, aujourd'hui, Joseph Kabila, en tant qu'autorité morale du FCC, il peut dire, bon, formellement, je convoque... Est-ce que ses collaborateurs... Mais attendez, vous me poser une question, j'y réponds. Il peut dire, je peux convoquer maintenant une sorte de conclave du FCC. C'est formel. Mais ils l'ont toujours fait. Non, ils n'ont pas fait de conclave avec lui dans ces conclaves-là. Il n'y a jamais eu de conclave du FCC. Comme dans ce retour, il n'est même pas allé à Lubumbashi, il était chez lui. Mais c'est son choix. Vous y voyez un problème, vous? Non. Pourquoi vous voulez voir un problème? Mais c'est ça la difficulté avec les Congolais. On veut problématiser, on veut créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est juste l'analyse qu'on prend. Non, mais l'analyse doit avoir une rationalité, ça veut dire... Elle est rationnelle, non, l'analyse doit avoir une rationalité en termes de sa pertinence logique, en termes aussi de sa valeur ajoutée empirique. Ici, je n'en vois pas. Parce que la société dit qu'il était là. Non, ça veut dire que je comprends. Janine Mabunda, je comprends. que ce soit Ilukamba, que ce soit les gouverneurs, oui. C'est lui qui a proposé. Mais on ne refuse pas. Mais est-ce que vous l'avez vu au Sénat? Est-ce que vous l'avez vu organiser une activité? Mais pour aller au Sénat, est-ce qu'on doit dire qu'il retourne? Oui, mais il peut dire, il n'y a pas d'interdiction. Il peut dire. Ceux qui sont là, on dit qu'ils sont retournés. Les gens peuvent dire, bon, pourquoi il est sénateur à vie, pourquoi il ne va pas au Sénat? Les gens se sont posés des questions, oui ou non? Ils se sont posés des questions. Mais il est sénateur. Mais oui, on l'a dit, mais il est sénateur, pourquoi il n'est pas là? Donc il peut avoir des raisons, il peut maintenant dire, bon voilà, je fais une conférence de presse, voilà maintenant je reviens aux affaires, je veux dire dans les opérations formelles de l'État, je vais siéger au Sénat, et je pense que quand je vais siéger au Sénat, voilà ce qui va être mon agenda. Donc vous pouvez le souhaiter bon retour. Quand je serai au Sénat, est-ce que Joseph Kabila vous a dit quel est son agenda des thématiques par rapport à son travail au Sénat? Un sénateur à vie, quelles peuvent être ses thématiques? Quel peut être son agenda? Quelles peuvent être les idées de ses politiques publiques? Quelle peut être la charge, l'arsenal de lois qu'il peut proposer? C'est des questions pertinentes. Et donc, s'il va revenir, il peut faire, je vais dire, une conférence de presse, il peut faire des matinées politiques formelles avec les FCC, avec les PPRD, pour dire ces choses-là. Ça ne vous intéresse pas de savoir quel peut être son agenda, son arsenal des politiques publiques? Et vous estimez que dans cette sorte de murement, de silos politiciens et dans cette sorte de propension à la création des problématiques en vacuité normative, on ne peut pas dire qu'il va faire sa rentrée. Pourquoi les gens veulent créer les problèmes là où il n'y a pas? Ils veulent créer une tempête dans une tasse de thé. C'est juste l'observation. Nous tendons vraiment à la fin, il nous reste quelques poussières de minutes. Nous le vivons avec la diaspora, nous allons parler du civisme, parce que ça fait aussi appel à tout ce qu'on est en train de parler, une approche politique responsable en RDC. Vous avez des Congolais de la diaspora qui brûlent le drapeau congolais pour brandir les drapeaux zaïrois. Or, à l'époque, la plupart de ceux qui sont
partis en Europe, en Amérique, sous l'ombre de la fuite d'une certaine maltraitance du pouvoir mobusienne. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de brûler le drapeau congolais pour brandir le drapeau zaïrois, tout en ayant un passeport aux couleurs congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais Dieu seul sait s'il a un passeport Dieu seul sait s'il a un passeport aux couleurs congolaises. Vous étiez de la diaspora. C'est agréable à voir. Non, mais écoutez, moi j'étais d'une diaspora avec un grand D. J'ai été secrétaire général de Renaissance Congo 2000, dont l'un des plus grands apports dans la problématique, dans la résolution de la crise congolaise a été notamment, les idées ont été intégrées dans la résolution des problèmes à Sun City. Nos idées ont été utilisées. Nous étions des intellectuels de la diaspora d'avant-garde. Et maintenant, vous avez ce que vous avez là. Et moi, je pense que c'est pourquoi le président de la République doit également innover la diplomatie. La diplomatie doit être en mesure de travailler avec le pays étranger pour que certains comportements ne puissent pas être tolérés. Les gens là entrent dans les églises, entrent même dans les églises, brutalisent. On a vu des vidéos où les gens là entrent dans l'église. C'est du banditisme. Ils entrent dans l'église, ils arrachent les micros, ils donnent des coups de pied la police de ces pays ne font absolument rien. Les renseignements ne font rien. Ils sont entrés dans l'ambassade, ils ont cassé l'ambassade, parce que justement, notre diplomatie ne fait rien. Je pense qu'il faut devenir maintenant, il faut chercher les modalités pour avoir une diplomatie qui est plus robuste, qui communique, mais qui a interagi avec les pays hôtes pour que certains comportements de vandalisme ne soient plus acceptés. Hubert Kabasou-Babou, c'est déjà la fin. En 30 secondes, la grande question était celle-ci. Quelle est la bonne approche d'une politique responsable en RDC? C'est une politique qui a la bonne vision canonique, qui a les bons objectifs, des bons projets structurants et propulseurs, mais qui a surtout des unités ou de modalités de suivi pour se rassurer que la vision, les objectifs, les projets sont réalisés. C'est pourquoi justement, nous basant sur les théories ou les modèles d'Harvard, nous parlons de Delivery Unit, nous parlons également des Performance Stats. C'est des innovations qui ont démontré leur capacité d'améliorer la performance aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique australe. D'ailleurs, récemment, au mois d'avril, à Dakar, au Sénégal, on a créé les réseaux des Delivery Units, des Performance Stats de pays africains. Voilà, nous sommes en arrière. Il y a eu changement, alternance, sans changement gouvernologique, sans changement, je dis, de paradigme de Ça gouvernance. fera sujet dans notre thème d'émission. Hubert Kabasou-Babou, un grand merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h30 sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Nous attendons vos appels, vos messages, vos réactions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.